Dans l'écosystème médiatique contemporain, les rumeurs ne naissent plus dans les rédactions, mais dans les interstices du silence. Elles surgissent là où l'information manque, là où la parole se fait rare, là où l'attente du public se heurte à l'absence de réponse officielle. L'affaire supposée de la faillite d'Éric Antoine après son divorce s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Rien au départ ne laissait présager un tel emballement. Aucun communiqué dramatique, aucune plainte judiciaire, aucun procès exposé en place publique. Et pourtant, en l'espace de quelques semaines, une idée s'est imposée dans l'opinion. Éric Antoine serait ruiné. Pire encore, certains parlent de misère, de précarité, allant jusqu'à employer une expression venue d'ailleurs, traduite du vietnamien et chargée d'une puissance émotionnelle inhabituelle, Sung Geo Ku Tuk Su, la véritable pauvreté. Ce choix de mots n'est pas anodin. Il ne s'agit pas simplement de suggérer une baisse de revenus ou une réorganisation patrimoniale, mais bien d'évoquer une chute totale, presque humiliante, une déchéance. Or, cette image contraste violemment avec celle que le public associe depuis des années à Éric Antoine. Géant au rire tonitruant, illusionniste charismatique, animateur populaire, Éric Antoine incarne une forme de réussite joyeuse. Son personnage public repose sur l'excès, la générosité, l'autodérision. Il amuse, parce qu'il semble invincible, parce qu'il donne l'impression que rien ne peut l'atteindre durablement. C'est précisément pour cette raison que la rumeur de sa chute fascine autant. Dans l'imaginaire collectif, plus une personnalité est aimée, plus sa possible déchéance devient un récit puissant. Le public ne se contente pas de suivre les succès, il guette aussi les fissures. Le divorce, événement intime par excellence, devient alors un déclencheur narratif idéal. Il marque une rupture, une fragilité, une perte de contrôle. Et dans le langage médiatique, la fragilité appelle presque automatiquement la catastrophe. Les premiers articles, évoquant la séparation d'Éric Antoine, se voulaient pourtant sobres. Quelques lignes, peu de détails, aucune polémique. Mais très vite, le silence a pris le dessus. Aucun plateau télé pour expliquer, aucune interview confession, aucune mise au point public. Ce mutisme, loin d'éteindre la curiosité, la nourrit. Dans une société saturée d'images et de déclarations, le silence est interprété comme une anomalie. Lorsqu'une célébrité ne parle pas, on suppose qu'elle cache quelque chose. Et ce soupçon devient la matière première de la rumeur. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses se multiplient, pensions alimentaires exorbitantes, partage des biens déséquilibrés, pertes immobilières, voire disparition de certaines sources de revenus. Aucune de ces affirmations n'est étayée par des faits vérifiables. Mais dans l'économie de l'attention, la véracité importe moins que la répétition. Un commentaire devient une capture d'écran. Une supposition devient un tweet. Un tweet devient un article. Et bientôt, l'hypothèse se transforme en quasi-certitude. Ce mécanisme est d'autant plus efficace qu'il s'appuie sur une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle la vie des célébrités est intrinsèquement excessive. Si elles gagnent beaucoup, elles doivent de perdre beaucoup. Si elles aiment intensément, elles doivent de souffrir violemment. Une séparation ordinaire, sans drame financier, sans ruine spectaculaire, semble presque incohérente avec le statut de star. Le divorce devient ainsi un prisme déformant. Ce qui, pour des millions de Français, représente une période difficile mais transitoire, est présenté, lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique, comme un cataclysme. La nuance disparaît au profit du récit. Et le récit exige une chute. L'expression « Sunreo Hu Tuksu » cristallise cette dérive. En évoquant une pauvreté réelle, authentique, elle suggère que l'on aurait enfin levé le voile sur une vérité cachée. Elle confère à la rumeur une dimension presque morale, celle d'un homme qui paierait le prix de sa réussite passée. Mais que signifie réellement cette pauvreté supposée? Est-elle financière? Les comptes bancaires d'Éric Antoine ont-ils été rendus publics? Ses contrats ont-ils été rompus? A-t-il cessé de travailler? La réponse à ce stade est simple, non. Rien de tout cela n'a été confirmé. Et pourtant, l'histoire continue de circuler. Pourquoi? Parce qu'elle répond à une attente. Dans un monde où les célébrités sont perçues comme privilégiées, leur chute procure un étrange sentiment de rééquilibrage. Elle rassure autant qu'elle choque. Elle donne l'illusion que personne n'est au-dessus des lois de la vie. Ne vise donc pas à nier la difficulté personnelle que représente un divorce. Il serait absurde de le faire. Mais il interroge la transformation de cette épreuve intime en récit de ruine publique. Il questionne la responsabilité des médias, des réseaux sociaux et du public lui-même dans la fabrication de ces narrations. Avant d'aller plus loin, une chose doit être clairement établie. Aucune preuve tangible ne permet d'affirmer qu'Éric Antoine serait financièrement ruiné. La rumeur repose sur des projections, des extrapolations et une lecture émotionnelle des événements. Ce constat ne met pas fin à l'histoire. Il en marque le véritable début. Car si la pauvreté évoquée n'est pas matérielle, alors de quoi parle-t-on réellement ? D'une perte de repères, d'un silence mal interprété, d'une transformation personnelle confondue avec un déclin, c'est précisément ce que les tenteront d'analyser.
En disséquant le cadre juridique du divorce, la réalité de la carrière d'Éric Antoine et les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans la réception médiatique, il s'agira de séparer l'illusion de la vérité. Car s'il était magicien, Éric Antoine n'est pas l'auteur de cette illusion-là. Elle est collective. Et comme toutes les illusions, elle mérite d'être démontée, pièce par pièce, sous la lumière crue des faits. Lorsque le mot divorce apparaît dans la vie d'une célébrité, il agit comme un accélérateur de fantasmes. Aux yeux du public, il ne s'agit jamais d'une simple séparation, mais d'un événement total censé bouleverser à la fois la sphère intime, la carrière et la situation financière. Dans le cas d'Éric Antoine, cette logique a été poussée à l'extrême au point de transformer une rupture conjugale en récit de ruine économique. Pourtant, dès que l'on quitte le terrain de l'émotion pour celui des faits, un décalage frappant apparaît entre ce que la loi prévoit, ce que les médias suggèrent et ce que la réalité permet raisonnablement d'affirmer. En France, le divorce est strictement encadré par le droit civil. Contrairement à certaines représentations populaires, il ne s'agit pas d'un processus arbitraire où l'un des conjoints serait systématiquement dépouillé au profit de l'autre. Tout dépend du régime matrimonial choisi au moment du mariage, des accords conclus entre les parties et, le cas échéant, de la décision du juge. Dans la majorité des unions contemporaines, le régime de la communauté réduite aux acquêts s'applique. Cela signifie que seuls les biens acquis pendant le mariage sont partagés. Les revenus générés avant l'union, les biens propres, les droits artistiques antérieurs ou les patrimoines personnels restent, sauf exception, la propriété de celui qui les détient. Or, dans le cas d'un artiste comme Éric Antoine, une part essentielle de la valeur économique réside dans des éléments immatériels. Notoriété, image publique, contrats artistiques, droits d'auteur, cachets liés à des prestations futures. Ces éléments ne disparaissent pas avec un divorce. Ils ne se partagent pas comme un compte bancaire ou un bien immobilier. L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les partisans de la thèse de la ruine concerne les sommes supposément versées après la séparation. On évoque des pensions astronomiques, des prestations compensatoires écrasantes. Là encore, la réalité est des plus nuancées. La prestation compensatoire n'a pas pour vocation de punir l'un des époux ou d'appauvrir l'autre. Elle vise à compenser une disparité de niveau de vie créée par la rupture. Elle peut être versée sous forme de capital ou, plus rarement, de rente. Son montant est calculé selon des critères précis. Durée du mariage, âge, situation professionnelle, patrimoine respectif. Aucune information publique ne permet d'affirmer qu'Éric Antoine aurait été soumis à une obligation financière exceptionnelle. Aucun jugement n'a été rendu public, aucun contentieux n'a fuité. L'idée même d'une saignée financière relève donc davantage de l'imaginaire que du fait établi. Mais dans le discours médiatique, la nuance n'a que peu de place. Dire qu'un divorce s'est réglé de manière équilibrée n'intéresse guère. En revanche, suggérer qu'un humoriste populaire aurait tout perdu crée immédiatement une tension narrative. Un autre glissement fréquent consiste à associer la rupture conjugale à un déclin de carrière, comme si la stabilité affective conditionnait mécaniquement le succès professionnel. Cette idée, profondément ancrée, alimente l'idée d'une pauvreté globale, financière, sociale, symbolique. Or, dans les faits, la carrière d'Éric Antoine n'a connu aucune interruption majeure après son divorce. Ses engagements télévisuels se sont poursuivis, ses spectacles ont continué à se jouer, son image est restée présente sur les chaînes grand public. Aucun signal objectif ne permet de parler d'une perte de revenus structurelle. Mais là encore, la perception l'emporte sur l'analyse. Une moindre exposition médiatique, une attitude plus réservée, un ton parfois plus grave suffisent à nourrir l'idée d'un retrait, voire d'un déclassement. Ce qui relève d'un choix personnel ou d'une évolution artistique est interprété comme une conséquence directe d'une prétendue ruine. Dans cette mécanique, les médias people jouent un rôle central. Leur économie repose sur la dramatisation. Chaque événement doit être raconté comme un tournant, chaque silence comme un aveu, chaque transformation comme une chute. Le divorce devient alors un prétexte narratif, une porte d'entrée vers un récit plus large, celui de la fragilité des puissants. Les réseaux sociaux, quant à eux, accélèrent ce phénomène. Ils abolissent la distinction entre information et opinion. Une hypothèse formulée par un internaute est reprise, commentée, reformulée, jusqu'à perdre son caractère spéculatif. Elle devient une vérité ressentie. Dans ce contexte, l'expression « su ngeo ku tuksu » agit comme un catalyseur émotionnel. Elle donne une coloration dramatique, presque existentielle, à une situation dont les contours réels restent flous. Elle permet de parler de pauvreté sans jamais la définir précisément. En réalité, ce que beaucoup décrivent comme une pauvreté financière ressemble davantage à une pauvreté symbolique. La perte d'un cadre familial, la fin d'une histoire, la nécessité de se redéfinir. Autant d'éléments profondément humains mais qui n'impliquent pas une précarité matérielle.
Ce chapitre met ainsi en lumière une confusion majeure, celle qui consiste à interpréter une épreuve personnelle à travers le prisme exclusif de l'argent, comme si la valeur d'un individu et sa souffrance éventuelle se mesuraient uniquement en euros. Dans le cas d'Éric Antoine, cette lecture est non seulement réductrice mais trompeuse. Elle occulte la complexité du processus de séparation et détourne l'attention de la réalité juridique et professionnelle. À l'issue de ce second chapitre, un constat s'impose avec force. Rien, ni dans le droit, ni dans les faits observables, ne permet d'affirmer qu'Éric Antoine aurait été ruiné par son divorce. La rumeur prospère sur des amalgames, des extrapolations et une méconnaissance profonde des mécanismes juridiques. La question demeure alors entière. Si la pauvreté évoquée n'est pas financière, pourquoi ce terme s'impose-t-il avec autant de vigueur dans le discours public? Que cherche-t-on à nommer à travers cette idée de manque? C'est précisément ce que le chapitre suivant explorera, en se concentrant non plus sur l'argent, mais sur l'humain, sur la solitude, le silence et la reconstruction intérieure. Là où commence peut-être la seule forme de pauvreté que les chiffres ne savent pas mesurer. Si l'on met de côté les chiffres, les fantasmes financiers et les interprétations juridiques, une autre question s'impose, plus délicate, plus intime et sans doute plus proche de la réalité humaine. De quelle pauvreté parle-t-on réellement lorsqu'on évoque Éric Antoine après son divorce? Car il existe une forme de pauvreté que ni les comptes bancaires ni les contrats télévisés ne permettent de mesurer. Une pauvreté invisible, silencieuse, qui ne se manifeste pas par un manque d'argent, mais par une perte de repères, de sens, parfois même d'identité. C'est cette dimension-là que l'expression « Sungyeoku Tuksu » semble inconsciemment désigner, bien plus que toute hypothétique faillite financière. Le divorce est souvent présenté comme un événement administratif, juridique, presque technique. Une séparation, un partage, une signature. Mais pour ceux qui le vivent, il s'agit avant tout d'une fracture intérieure. La fin d'un projet commun, l'effondrement d'un quotidien partagé, la nécessité de se redéfinir seul après avoir été un « nous ». Pour une personnalité publique comme Éric Antoine, cette rupture prend une dimension particulière. La célébrité ne protège pas de la douleur, elle l'expose. Elle oblige à continuer à sourire, à divertir, à rassurer, alors même que l'intime vacille. Le public voit le personnage, jamais l'homme. Et cette dissociation peut devenir, à elle seule, une source de grande pauvreté émotionnelle. Dans l'univers médiatique, le silence est rarement bien interprété. Il est souvent perçu comme une faiblesse, une fuite, voire une culpabilité. Pourtant, pour de nombreux artistes, le silence est une protection, une manière de préserver ce qu'il reste d'intime dans un monde qui exige sans cesse des récits personnels. Éric Antoine n'a jamais fait de son divorce un spectacle. Il n'a pas monétisé sa douleur, ni transformé sa séparation en confession publique. Ce choix, respectable, a toutefois un prix. Il laisse un vide narratif. Et dans ce vide, la rumeur s'engouffre. La véritable pauvreté commence parfois là. Ne plus maîtriser le récit de sa propre vie. Lorsque d'autres parlent à votre place, interprètent de vos silences, projettent leurs peurs sur votre trajectoire, vous êtes dépossédé non pas de vos biens, mais de votre histoire. Éric Antoine est entouré, professionnellement, socialement, médiatiquement. Et pourtant, la solitude peut être immense. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la notoriété, être vu par tous, compris par peu. Après une rupture conjugale, cette solitude peut s'intensifier. Le cercle intime se transforme, les habitudes disparaissent, les certitudes vacillent. Pour un artiste dont l'identité publique repose sur l'énergie, le rire et la générosité, cette période de fragilité est d'autant plus difficile à assumer. Il ne s'agit pas d'une pauvreté matérielle, mais d'une pauvreté de présence, d'un manque de ce regard familier qui vous connaît en dehors du personnage public. Une pauvreté que les projecteurs ne compensent jamais. Dans le discours médiatique, la vulnérabilité est souvent assimilée à une faiblesse. Et la faiblesse, dans une société obsédée par la performance, est immédiatement traduite en termes d'échec. Lorsqu'Éric Antoine apparaît moins exubérant, plus mesuré, certains y voient un homme affaibli. Mais cette lecture ignore une réalité fondamentale. La vulnérabilité est souvent le signe d'un travail intérieur en cours. Elle marque une transition, un passage parfois douloureux mais nécessaire. Elle n'est pas une chute, mais une traversée. La vraie pauvreté, dans ce contexte, n'est pas d'avoir moins, mais de devoir réapprendre à être seul, autrement, sans les repères d'hier. Contrairement au récit médiatique, la reconstruction personnelle ne se fait pas en une interview, ni en une apparition télévisée marquante. Elle est lente, silencieuse, souvent invisible. Elle ne produit pas d'images fortes, ni de titres accrocheurs. Éric Antoine continue de travailler, de créer, de monter sur scène. Mais derrière cette continuité apparente, il y a souvent un profond réajustement intérieur, redéfinir ses priorités, repenser son rapport au temps, à l'amour, à la réussite. Cette phase est fréquemment interprétée comme un retrait, voire comme un appauvrissement. En réalité, elle correspond souvent à une mise à nu nécessaire, préalable à une renaissance.
Nous vivons dans une société où l'on confond richesse et visibilité, bonheur et exposition, succès et constance. Toute rupture dans le flux est perçue comme une anomalie. Lorsqu'une célébrité traverse une période plus introspective, le public peine à l'accepter. Dans ce contexte, parler de pauvreté devient une manière simpliste de nommer ce que l'on ne comprend pas. On réduit une complexité humaine à un mot choc. On transforme une introspection en déclin. Mais la vérité est souvent inverse. Ce sont les périodes de doute qui nourrissent les évolutions les plus profondes. Et si Éric Antoine traverse une forme de pauvreté, elle n'est ni financière ni sociale. Elle est existentielle, temporaire, profondément humaine. Ce que vit Éric Antoine après son divorce, des millions de personnes le vivent chaque année, loin des caméras. Perte de repères, solitude, silence, nécessité de se reconstruire. La seule différence réside dans l'exposition médiatique qui transforme une expérience universelle en objet de spéculation. La célébrité agit comme un amplificateur, elle grossit les silences, dramatise les transitions, transforme les fragilités en récits de chute. À ce stade de l'enquête, une évidence s'impose. La vraie pauvreté associée à Éric Antoine n'est pas celle que l'on croit. Elle ne se mesure ni en euros, ni en mètres carrés, ni en nombre de contrats. Elle se situe ailleurs, dans l'intime, dans le silence, dans le temps nécessaire à la reconstruction. Comprendre cela, c'est déjà déconstruire une grande partie de la rumeur. C'est accepter que la vie d'une célébrité ne se résume pas à une courbe ascendante ou descendante, mais à une succession de cycles, comme pour tout être humain. Après avoir disséqué la naissance de la rumeur, puis examiné le cadre juridique du divorce, et enfin exploré la dimension humaine et émotionnelle de la séparation, il devient indispensable d'aborder un terrain décisif, la réalité professionnelle d'Éric Antoine. C'est là que le récit de la ruine supposée se heurte le plus frontalement aux faits. Car si l'on en croit les discours alarmistes, un divorce médiatisé devrait mécaniquement entraîner un effondrement de carrière. Moins de contrats, moins d'exposition, moins de succès, une logique simple, presque automatique, qui s'inscrit dans une vision dramatique de la célébrité. Pourtant, lorsqu'on observe attentivement le parcours d'Éric Antoine, après sa séparation, cette narration s'effondre. Le premier élément qui contredit l'idée d'une chute est la continuité. Éric Antoine n'a jamais disparu des écrans. Il n'a connu ni mise à l'écart soudaine, ni retrait imposé, ni période de silence professionnel prolongée. Ses apparitions télévisées se sont poursuivies, ses spectacles ont continué à être programmés, ses projets à être annoncés. Dans le monde du divertissement, où la concurrence est rude et la mémoire courte, une véritable fragilisation financière ou professionnelle se traduit rapidement par des signes concrets, annulation, déprogrammation, raréfaction des invitations. Or, rien de tel n'a été observé dans son cas. Cette stabilité est un indicateur fondamental. Elle démontre que, du point de vue des producteurs, des diffuseurs et du public, Éric Antoine demeure une valeur sûre. Un artiste capable de rassembler, de divertir et de remplir des salles. Une réalité incompatible avec l'image d'un homme ruiné ou marginalisé. Pourquoi alors tant de commentateurs persistent-ils à parler de chute? La réponse réside en grande partie dans une confusion fréquente entre évolution et déclin. Éric Antoine, comme tout artiste, n'est pas figé. Son ton, son énergie, sa posture médiatique ont évolué avec le temps et les épreuves. Moins d'exubérance permanente, plus de retenue, parfois une gravité nouvelle. Ce glissement, subtil mais réel, est interprété par certains comme un signe de fatigue ou d'affaiblissement. En réalité, il correspond souvent à une maturité artistique et personnelle. Dans une culture médiatique qui valorise l'immuabilité des personnages publics, toute transformation est suspecte. Le public attend que l'humoriste reste éternellement le même, que le magicien conserve la même légèreté. Or, la vie ne le permet pas. Et cette inadéquation entre l'image attendue et la réalité vécue alimente le fantasme de la chute. Éric Antoine a toujours cultivé une image de proximité et de sincérité. Cette authenticité, qui a fait sa popularité, devient paradoxalement une faiblesse lorsque survient une épreuve personnelle. Le public, habitué à un certain registre émotionnel, est dérouté par le changement. Là où certains artistes choisissent la surexposition pour reprendre le contrôle du récit, interview-confession, plateau larmoyant, autobiographies express, Éric Antoine a opté pour la discrétion. Un choix qui, sur le plan humain, est compréhensible mais qui, sur le plan médiatique, laisse le champ libre aux interprétations. Dans cet espace vide, l'image se fragmente. On projette sur lui des difficultés qu'il n'a jamais revendiquées, on lit dans ses silences une détresse financière. On confond retenue et déclin. Un élément souvent négligé dans les analyses superficielles est la logique économique du secteur du divertissement. Les chaînes de télévision, les producteurs de spectacles et les organisateurs d'événements ne fonctionnent pas sur l'émotion, mais sur des critères précis. Audience, rentabilité, attractivité. Si Éric Antoine continuait à être programmé, c'est parce qu'il répondait à ces critères. La télévision ne maintient pas à l'antenne
un animateur supposément affaibli, fragilisé ou devenu peu rentable. Le marché est implacable. Et ce marché n'a jamais signalé de désengagement à son égard. Cette réalité économique constitue sans doute la réfutation la plus solide du mythe de la ruine. Elle montre que, derrière les récits dramatiques, les professionnels du secteur continuent de miser sur lui. Il est également intéressant d'observer l'évolution du discours médiatique lui-même. Les premiers articles évoquant la séparation étaient prudents, presque neutres. Puis, progressivement, la tonalité a changé. La prudence a laissé place à l'interprétation, puis à l'extrapolation. Ce glissement révèle moins une réalité objective qu'un besoin narratif. L'histoire d'un divorce discret n'est pas suffisamment forte. Elle doit être enrichie, dramatisée, amplifiée. La ruine devient alors un outil narratif, non une conclusion factuelle. Dans cette logique, chaque apparition plus mesurée, chaque choix artistique moins flamboyant est relu à travers le prisme de la perte. Le récit s'auto-alimente sans jamais se confronter sérieusement aux faits. Le public joue également un rôle ambivalent. D'un côté, une véritable compassion existe. Beaucoup s'inquiètent de sincèrement, se demandent si l'artiste va bien, s'il traverse une période difficile. De l'autre, un voyeurisme latent s'exprime, nourri par le désir de voir les puissants vaciller. Cette tension explique pourquoi la rumeur persiste malgré l'absence de preuves. Elle satisfait à la fois l'empathie et la curiosité. Elle permet de compatir tout en observant de loin, sans responsabilité. Mais cette posture ignore une donnée essentielle. La carrière d'Éric Antoine ne montre aucun signe d'effondrement. Elle évolue, se transforme, mais reste solide. À travers ce prisme, il devient clair que ce que certains interprètent comme une chute est en réalité un passage. Une transition entre deux phases de vie et de carrière. Un moment où l'image se réajuste à l'homme. Cette phase est rarement spectaculaire. Elle ne produit ni scandale ni renaissance immédiate, elle est faite de continuité et de discrétion. Et dans un monde médiatique avide de ruptures nettes, cette continuité déçoit. Permet donc d'établir un constat ferme. Le mythe de la chute professionnelle d'Éric Antoine ne résiste pas à l'analyse des faits. Sa carrière demeure active, sa présence médiatique stable, son image certes transformée mais non dégradée. La pauvreté que certains croient discerner n'est pas professionnelle, elle est narrative, elle réside dans l'incapacité collective à accepter qu'un artiste puisse traverser une épreuve sans s'effondrer, changer sans disparaître, souffrir sans tout perdre. Au terme de cette enquête, une évidence s'impose avec une clarté presque dérangeante. Éric Antoine n'a jamais été ruiné, ni juridiquement, ni économiquement, ni professionnellement. La rumeur qui a enflammé les réseaux sociaux et nourri certains discours médiatiques repose sur une construction fragile, faite de silences mal interprétés, de projections collectives et d'un besoin presque compulsif de transformer une épreuve intime en drame public. Mais si cette rumeur persiste malgré l'absence de faits concrets, c'est qu'elle raconte autre chose. Elle ne parle pas seulement d'Éric Antoine, elle parle de nous, de notre rapport aux célébrités, à la réussite, à l'échec et à la fragilité humaine. L'expression « Sungeohu Tuksu », traduite littéralement par la véritable pauvreté, a servi de fil conducteur émotionnel à cette narration. Elle a suggéré une déchéance totale, presque honteuse. Or, à l'examen des faits, cette pauvreté n'a jamais été financière. Aucun document, aucun jugement, aucun signal économique ne vient étayer cette thèse. La pauvreté évoquée est d'un autre ordre. Elle est symbolique, émotionnelle, existentielle. Elle correspond à ce moment de la vie où les certitudes s'effondrent, où l'on doit reconstruire sans les repères d'hier. Une expérience universelle que la célébrité ne supprime pas mais amplifie. En confondant cette fragilité humaine avec une faillite matérielle, le discours public a déformé la réalité. Il a réduit la complexité d'un parcours personnel à une lecture simpliste fondée sur le sensationnel. Pourquoi cette déformation trouve-t-elle un tel écho? Parce que la chute des célébrités fascine. Elle rassure autant qu'elle inquiète. Elle donne l'illusion que le succès n'est jamais acquis, que les privilèges ont un prix, que personne n'échappe aux épreuves de la vie. Éric Antoine, avec son image de géant bienveillant et de magicien joyeux, incarne une réussite populaire. Imaginer sa ruine, même fictive, permet de rééquilibrer symboliquement les rapports entre eux et nous. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Il traverse l'histoire des médias et se nourrit aujourd'hui de la viralité numérique. Mais cette fascination a un coût. Elle déshumanise. Elle transforme des individus réels en personnages de fiction, dont on attend des arcs narratifs spectaculaires. L'ascension, la chute, la rédemption. Toute trajectoire qui ne respecte pas ce schéma est jugée suspecte. L'un des éléments centraux de cette affaire reste le silence d'Éric Antoine. Un silence choisi, assumé, mais lourd de conséquences médiatiques. En refusant de commenter sa vie privée, il a laissé un espace vide. Et cet espace a été comblé par d'autres. Dans une société où la parole publique est devenue une monnaie, le silence est perçu comme un refus de jouer le jeu.
Or, ce refus est souvent interprété comme un aveu. La rumeur s'est donc construite non pas contre des déclarations, mais contre leur absence. Ce phénomène interroge profondément notre rapport à l'intimité. Avons-nous encore le droit de traverser une épreuve sans en faire un spectacle ? La célébrité implique-t-elle une transparence totale, y compris sur les blessures de personnel ? Les médias people dans cette affaire n'ont pas inventé la rumeur, mais ils l'ont amplifiée. En privilégiant les titres interrogatifs, les formulations ambiguës et les mots chargés émotionnellement, ils ont contribué à installer l'idée d'une pauvreté supposée sans jamais la démontrer. Mais la responsabilité ne leur incombe pas seule. Le public, par ses clics, ses partages et ses commentaires, participe activement à la construction de ces récits. La rumeur n'existe que parce qu'elle trouve un écho. Cette dynamique pose une question éthique majeure. Jusqu'où peut-on aller dans l'interprétation de la vie d'autrui au nom de l'intérêt public ou du divertissement ? Ce qui arrive à Éric Antoine n'est pas un cas isolé. D'autres artistes, d'autres personnalités publiques ont vu leur silence interprété comme un déclin, leur retenue comme une faillite, leur transformation comme une chute. La particularité de ce cas réside dans le contraste entre la violence de la rumeur et la stabilité des faits. Plus l'écart est grand, plus l'analyse devient révélatrice des mécanismes à l'œuvre. Au terme de cette enquête, la vérité apparaît dans toute sa simplicité. Éric Antoine traverse une transition, pas une ruine. Une période de réajustement personnel, peut-être de fragilité émotionnelle, mais aussi de continuité professionnelle et de solidité économique. La pauvreté réelle dont il était question n'est pas une perte, mais un passage. Un moment où l'on se dépouille de certaines illusions pour se redéfinir autrement. Et cette expérience, loin d'être une honte, est profondément humaine. Au-delà du cas d'Éric Antoine, cette histoire révèle un malaise plus large. Une difficulté collective à accepter la nuance, la complexité, les trajectoires non spectaculaires, une tendance à tout réduire à des récits binaires. Succès ou échec, richesse ou pauvreté, force ou faiblesse. Or, la réalité est faite de zones grises, de transitions, de silence. Et c'est précisément dans ces zones que se joue souvent l'essentiel. Cette enquête n'a pas pour vocation de défendre ou de condamner Éric Antoine. Elle vise à rétablir une vérité factuelle et humaine face à un récit déformé par le sensationnel. Éric Antoine n'est ni ruiné, ni déchu. Il est un homme public traversant une épreuve privée dans un monde qui tolère mal la discrétion. La rumeur de sa pauvreté réelle en dit finalement bien plus sur notre besoin de spectacle que sur sa réalité personnelle. Et si une leçon devait être retenue, ce serait celle-ci. La vraie pauvreté n'est pas de perdre de l'argent, mais de perdre la capacité de regarder les faits avec honnêteté et humanité.